chapitre xxi pauvre angèle Jean-Pierre sévérin dit gâteloup et germain patou étaient seuls tous deux non plus dans le salon mais dans la chambre qui confinait à la cachette. Jean-Pierre avait voulu mettre une porte de plus entre lui et la curiosité des agents. Ils étaient assis l'un auprès de l'autre sur la marche ou caisson que la coutume plaçait dans toutes les vieilles maisons au-devant des croisées. C'était l'unique siège que présentât désormais l'appartement. Chacun d'eux avait à la main un de ces papiers qui contenaient des cailloux. La chandelle était par terre. Il se penchait pour lire et les cheveux blancs du gardien tombant en avant inondaient son visage. On entendait sa respiration siffler dans sa gorge. Sur le papier tremblant que tenait sa main des larmes coulaient. Pauvre angèle, murmura germain patou qui avait aussi des larmes dans la voix. Pauvre angèle, répéta gâteloup d'un accent profond, elle n'a pas songé à sa mère. Elle n'a pas songé à vous, patron, ajouta l'étudiant en médecine. Vous l'aimiez autant que sa mère. Penses-tu qu'elle soit morte, germain demanda gâteloup. Patou ne répondit pas. Il lut. René, mon René chéri, tu m'avais promis de m'aimer toujours. Je ne craignais rien, car il n'y a personne sur la terre qui soit aussi noble, aussi loyal que toi. Et puis, nous avons notre petite angèle. Est-ce qu'on abandonne un chérubin dans son berceau? J'ai fait un rêve, René. Écoute-moi, je vais te dire tout. Je suis bien sûre que c'est un rêve. Tu es dans cette maison, je le sais. Je t'y ai vu entrer, et tu n'es pas revenu. Mais peut-être te retient-on de force. Oh, elle est belle, c'est vrai. Je n'ai rien vu de si beau. Est-ce qu'elle t'aime comme moi? René, ce n'est pas la mère de notre petit ange. Je lance ce papier sur la fenêtre de la chambre où je t'ai vu. Tu le liras, si tu reviens encore à cette croisée, songer et regarder le vide. Pauvre ami, tu souffres. Je voudrais ajouter tes souffrances aux miennes, je voudrais te faire heureux au prix de tout mon bonheur. J'étais là, sur cette borne qui est en face de la croisée, de l'autre côté de la rue. Regarde là. Je croyais que tu me voyais. Quelles idées on a dans ces instants où l'âme chancelle. Mon Dieu, si tu m'avais vu, nous aurions peut-être été tous sauvés. J'ai eu tort de ne pas t'appeler, de ne pas m'agenouiller les mains jointes au milieu de la rue. Tu es bon, tu aurais eu pitié. J'étais là, moi, je te voyais. J'ai tout vu. Je t'aime comme auparavant, mon René. De toi à moi, il y a notre petite angèle. Je t'aime. Germain patou cessa de lire et le papier s'échappa de ses doigts. Diable de breton, grommela-t-il, si je le tenais, il passerait un méchant quart d'heure. Tais-toi, prononça tout bas gâteloup. Il ajouta, n'est-ce pas qu'elle l'aimait bien? C'est un ange du bon Dieu, s'écria l'étudiant. Ah, le coquin de breton! Jean-Pierre réfléchissait. Ce doit être ici la première lettre, dit-il, les yeux fixés sur le chiffon humide qu'il relisait pour la 10e fois. Celle-ci est peut-être la seconde. Je suis venu et j'ai lancé le papier sur la fenêtre. Il y est resté, après avoir retombé bien des fois. Tu ne m'as pas répondu, tu ne l'as pas lu, René. Que les heures sont longues! Ma pauvre mère ne sait pas jusqu'à quel point je suis désespérée. Je n'ai rien dit à mon père, qui voudrait me venger peut-être. Je n'ai parlé qu'à notre enfant. À celle-là, je dis tout, parce qu'elle ne peut pas encore me comprendre. Il y a des instants où ce bien-aimé petit être semble deviner ma souffrance. D'autres, son sourire me dit d'espérer. Espérer, mon Dieu! Eh bien oui, j'espère encore, puisque je ne suis pas morte. Je n'ai pas lu beaucoup de livres, mais je sais qu'il y a des entraînements, des maladies de l'âme. Tu es entraîné, tu es malade, et cette enchanteresse ne t'a pas encore donné le temps de songer à ton enfant. Ce fut à Saint-Germain-l'Auxerrois, n'est-ce pas? Je ne vis rien, mais quelque chose troubla ma prière. Je sentais en moi comme une sourde douleur. Mon coeur se serrait. La pensée de nos noces ne me donnait plus de joie. Elle était là, j'en suis sûre. Nos noces! Ce jour si ardemment souhaité, le voilà qui arrive. Oh, René, René, tu m'avais dit une fois, ce serait un crime de mettre une larme dans ses yeux d'ange. L'ange est tombé. Était-ce à toi de le punir?
En revenant de l'église, je ne te reconnaissais déjà plus. Je cherchais ta pensée. Je pleurais en montant notre escalier. Et j'attendis pour voir ta lampe s'allumer. La nuit entière se passa, René. J'étais perdue. Réponds-moi, ne fût-ce qu'un mot. Que fais-tu dans cette sombre maison? Veux-tu que je te dise mon dernier espoir? Tu conspires peut-être. Ni mon père ni ma mère n'ont rien su par moi. Ce sont tes secrets. J'ai ouï parler aujourd'hui d'arrestation. Si je t'avais calomnié dans mon âme, René, mon René chéri, si tu n'étais que malheureux. Que veut dire cela? S'interrompit ici Jean-Pierre Sévérin. Kervoz est de Bretagne, répondit Patou. Il ajouta: le gros marchand de chevaux de l'église Saint-Louis en Lile n'est-il pas son oncle? Jean-Pierre se frappa le front. Morinière, prononça-t-il tout bas. Et le secrétaire général de la préfecture m'a dit. Il n'acheva pas, et sa pensée tourna. Morinière a l'air d'un brave homme, murmura-t-il. C'est impossible. La troisième lettre nous apprendra peut-être quelque chose, fit l'étudiant en médecine. L'écriture change. Jean-Pierre saisit le papier qu'on lui tendait et le baisa. Rien de toi, rien. Tu n'as pas reçu mes messages. Jamais tu ne pourrais te montrer si cruel envers moi. Notre petite fille maigrit et devient toute blanche depuis que mon saint Harry n'a plus rien pour elle. Je la regardais ce matin. Peut-être que Dieu nous prendra tous ensemble. Quelle nuit! Pourrait-on dire en une année ce que l'on pense dans l'espace d'une nuit? J'ai vu mon père et ma mère pour la dernière fois. Tout le jour je vais rôder autour de toi, et toute la nuit prochaine aussi. Je te verrai, je le veux, je te parlerai. Il dormait. J'ai baisé les cheveux blancs de mon père d'adoption, qui m'aimait comme si j'eusse été sa fille. J'ai collé mes lèvres sur le front de ma mère. Celle-là aussi a bien souffert. Elle a eu le courage de vivre. J'ai baisé aussi mon jeune frère, un enfant doux et bon, qui pleurera sur moi. Il a déjà le coeur d'un homme. Le père dit souvent qu'il ne sera pas heureux dans la vie. Puis je suis revenue à ma fille, et je l'ai habillée en blanc. Dans ses cheveux, j'ai mis la guirlande que tu avais apportée le jour de ma fête. Notre fille sera bien belle. J'avais besoin de rire et de chanter. Je ne sais pas si c'est ainsi quand on devient folle. Les bras de Gâteloup tombèrent. Son visage énergique exprimait une torture si poignante que les larmes vinrent aux yeux de Patou. Il faut de la force, monsieur Jean-Pierre, dit-il. Tout n'est pas fini. Non, répliqua Gâteloup d'une voix changée. Tout n'est pas fini. Il ajouta en refoulant un sanglot dans sa gorge. C'est vrai que c'était demain le mariage. Ma pauvre femme ne survivra pas à cela. Sa main fiévreuse déplia un autre papier. J'ai voulu voir ta chambre que je connaissais si bien, quoique je n'y fusse jamais entrée. J'avais un espoir d'enfant, je croyais t'y trouver. La portière m'a laissé monter. Je t'écris chez toi, cela me portera bonheur. Je suis à l'endroit où je te voyais assis, quand je regardais par ma fenêtre. C'est de là que tes yeux m'ont parlé pour la première fois. J'ai devant moi les portraits de ton père et de ta mère. Comme ta mère doit t'aimer, et combien je l'aime! Il y a une lettre commencée où tu lui parlais de moi. M'as-tu donc chérie ainsi, René? Et pourquoi m'as-tu quittée? Que t'ai-je fait? Ne suis-je pas tout à toi? Il y a là aussi un mouchoir sanglant avec des armoiries et une couronne. Je ne peux pas rester ici. Il faut que j'aille à toi et que je te cherche. D'ailleurs, il est un autre endroit où je te parlerai mieux qu'ici. C'est près du pont Marie, sous le quai des Ormes, là où nous nous assîmes entre le gazon et les fleurs, écoutant les murmures du vent dans le feuillage des grands arbres. Je ne suis pas folle encore, va. J'ai bien de l'espoir depuis que j'ai vu l'image de la Vierge dans la ruelle de ton lit. Tu ne m'as pas oublié, tu es prisonnier quelque part, je te délivrerai. René, mon René, ma vie, j'ai baisé le portrait de ta mère. Est-ce la dernière? Demanda Gâteloup, d'une voix qui défaillait. Non, répondit Patou. Il y a celle qui est écrite avec du sang. Lis, murmura le vieillard. Je n'ai plus de force. Germain Patou essuya tranquillement ses yeux mouillés, dont les paupières le brûlaient. Tout un jour encore, tout un long jour. Où es-tu?
Les gens du quartier me connaissent et m'appellent déjà la folle. J'ai jeté les 2 lettres avant l'aube. N'as-tu pas entendu les cailloux frapper contre les carreaux? J'ai regardé, on ne voit rien. J'ai appelé, tu n'as pas répondu. Puis les passants sont venus avec le soleil, et je me suis mise à rôder autour de la maison maudite. J'en ai fait 10 fois, 100 fois le tour. J'ai heurté à la porte par où tu étais entré. Une vieille femme est venue qui parle une langue étrangère. Elle m'a chassée, me montrant les longues dents d'un chien énorme qui a du sang dans les yeux. Je suis sur le banc, auprès du pont-marie. Les arbres murmurent comme l'autre fois. La Seine coule à mes pieds. Comme elle doit être profonde. Je t'écris avec un peu de mon sang, sur la page blanche de mon livre de messe, que j'avais emporté pour prier. Je ne peux pas prier. Mes pensées ne sont plus bien claires dans ma tête. Je souffre trop. Il y a une pensée pourtant dans ma tête, qui éclaire et qui revient toujours. Je n'essaye plus de la chasser. Je ne me tuerai pas toute seule. Je prendrai ma petite Angèle dans mes bras, avec sa robe blanche et sa couronne. Je l'emmènerai où je vais. Que ferait-elle ici sans sa mère? Cette fois, je lancerai ma lettre à travers le carreau. Peut-être qu'elle arrivera jusqu'à toi. Puis je reviendrai ici, sur ce banc. Au matin, si je n'ai pas de réponse, j'irai prendre ma petite Angèle dans son berceau. La petite fille est-elle encore chez vous? Demanda tout à coup l'étudiant en médecine. Oui, répondit le gardien d'un ton morne. Puis, se parlant à lui-même et d'une voix que l'angoisse brisait, c'était elle, poursuivit-il. Elle n'a pas eu le temps de doubler son crime en sacrifiant son enfant. Son crime, s'interrompit-il avec une soudaine violence. Quand l'excès du malheur a produit le délire, y a-t-il encore crime? Je suis vieux, je n'ai jamais rencontré d'âme si douée ni si pure. C'était elle. Tu ne me comprends pas, garçon, et je n'ai pas le courage de me faire comprendre. C'est elle que je vis au lieu même qu'elle désigne, entraînée et saisie par le démon du suicide. Vue de mes yeux, entends-tu, comme je te vois, et le reste dépasse tellement les bornes du vraisemblable que les paroles s'arrêtent dans mon gosier. Un monstre, un être impur lui a pris sa vie angélique, et la prodigue à toutes sortes de hontes. La vampire. L'œil de Patou brilla. J'ai lu, la nuit dernière, le plus étonnant de tous les livres, prononça-t-il à voix basse. La légende de la goule Addhéma et du vampire de Szandor, imprimée à Bade en 1736 par le professeur Hans Spurzheim, docteur de l'université de Presbourg. L'oupire Addhéma prenait la vie de ses victimes au marc franc pour ainsi dire, vivant 1 heure pour chacune de leurs années et courant sans cesse le monde, afin de rassembler des trésors au roi des morts-vivants, le comte Szandor, qu'elle aime d'une adoration maudite et qui lui vend chaque baiser au prix d'un monceau d'or. Et comment sinoculait elle la vie d'autrui? Demanda Jean Pierre, qui avait honte d'interroger ces mystères de la démence orientale. En appliquant sur son crâne chauve, répondit Patou, les chevelures des jeunes filles assassinées. Le gardien poussa un cri sourd et se retint à la croisée pour ne point tomber à la renverse. J'ai vu la vampire Addhéma face à face, balbutia-t-il. J'ai vu la propre chevelure d'Angèle, ma pauvre enfant, sur le crâne de la comtesse Marcian Gregoryi. L'étudiant recula stupéfait. Il regarda Gâteloup dans les yeux, craignant l'irruption d'une soudaine folie. Les yeux de Gâteloup se fixaient dans le vide. Peut-être voyait-il ce corps inerte, remontant le courant, le long des berges de la Seine, contre toutes les lois de la nature. Ce corps qui avait allongé le bras pour saisir la jeune fille indécise, penchée au-dessus de l'eau, près du pont-marie. Le démon du suicide. Dans le silence qui suivit, on put entendre un bruit qui venait de cette muraille, en apparence pleine, formant la partie orientale de la chambre. C'était comme le grincement d'une porte sur ses gonds rouillés. Jean Pierre et Patou prêtèrent avidement l'oreille. La porte grinça une seconde fois, puis fut refermée avec une évidente précaution. Il y a quelque chose là? S'écria Germain Patou. Le patron lui mit la main sur la bouche. Ils écoutèrent pendant toute une minute, puis
le bruit ne s'étant point renouvelé, Jean Pierre dit: rené de kervoz est de l'autre côté de cette muraille, j'en suis sûr. Il faut percer la muraille. Chapitre 21. Chapitre 22 de la vampire par Paul Féval. Chapitre 22. Similia similibus curantur. Dans le récit par où débute ce livre, La chambre des amours, nous avons vu Jean Pierre Sévérin, dit Gâteloup, plus jeune, mais déjà tourmenté de sombres rêveries. C'était un homme sage et fort. Dans la sphère très humble où le sort l'avait placé, il avait pu voir de très près la lutte des philosophes modernes contre les croyances du passé. Il s'y était mêlé, il avait combattu de sa propre personne. Chrétien, il avait repoussé l'impiété, mais, libre dans son âme et ami des mâles grandeurs de l'histoire ancienne, il restait fidèle à la République, à l'heure même où la République chancelait. Ce n'était pas un superstitieux. Il était né à Paris, la ville qui se vante d'avoir tué la superstition. Mais c'était un voyageur de nuit, un solitaire et peut-être, sans qu'il le sût lui-même, un poète. La vie nocturne enseigne au cerveau d'étranges pensées. Quand Jean Pierre Sévérin veillait, penché sur ses avirons, écoutant l'éternel murmure du fleuve et cherchant le mystérieux ennemi qu'il combattait depuis tant d'années, le suicide, qui pouvait deviner ou suivre les chemins où se perdaient ses rêves? Aussitôt qu'il eut dit « il faut percer la muraille », Germain Patou s'élança dans le salon, appelant les agents à haute voix. Ceux-ci, habitués à ne jamais perdre leur temps, s'étaient arrangés déjà pour dormir, tandis que M. Barbaroux, officier de paix, fumait sa pipe. Ézéchiel, qui croyait connaître la maison par coeur, avait formellement annoncé que l'expédition était finie. Gâteloup, resté seul dans la seconde chambre, se mit à éprouver le mur, frappant de place en place avec la paume de sa main ouverte. Le mur sonna le plein d'abord, mais lorsque Gâteloup arriva au milieu, une planche, recouvrant le vide, retentit sous sa main comme un tambour. C'était la porte, très habilement dissimulée dans les moulures de la boiserie, et qu'aucun indice ne désignait du regard. Gâteloup, dans les circonstances de ce genre, n'avait besoin ni de levier ni de pince. Il prit son élan de côté et lança son épaule contre le panneau, qui éclata, brisé. Quand le renfort arriva, Gâteloup était déjà dans la chambre sans fenêtre. « Êtes-vous là, rené de kervoz ? Demanda-t-il. Il écouta, mais les battements de son coeur le gênaient et l'assourdissaient. Il crut entendre pourtant le bruit de la respiration d'un homme endormi. Les rayons de la chandelle de suif, pénétrant tout à coup dans la cachette, montrèrent en effet rené, étendu sur un lit, la face hâve, les cheveux en désordre et dormant profondément. « Tiens, dit Ézéchiel, elle n'a pas tué celui-là ?» Il examina le réduit d'un œil curieux. « Un joli double fond, » ajouta-t-il. « Levez-vous, monsieur de kervoz, » ordonna Gâteloup en secouant rudement le dormeur. Laurent et Charlevoy furetaient. M. Barbaroux dit: « Nous allons toujours arrêter ce gaillard-là. » René, cependant, secoué par la rude main de Gâteloup, ne bougeait point. Germain Patou déboucha tour à tour les 2 flacons et en flaira le contenu en les passant rapidement à plusieurs reprises sous ses narines gonflées. Il avait l'odorat sûr comme un réactif. « Opium turc, dit-il, haschisch de Belgrade, suc concentré du papaver somniferum. Patron, ne vous fatiguez pas, vous le tueriez avant de l'éveiller. » Chacun voulut voir alors, et M. Barbaroux lui-même mit son large nez au-dessus du goulot, comme un éteignoir sur une bougie. « Ça sent le petit blanc, déclara-t-il, avec du sucre. » Charlevoy et Laurent auraient voulu goûter. « Il faut pourtant qu'il s'éveille, » prononça tout bas Gâteloup. « Lui seul peut nous mettre désormais sur les traces de la vampire. »« Ah ça, l'homme, fit M. Barbaroux, vous avez votre blanc-bec. Il serait temps d'aller se coucher. » Charlevoy et Laurent, au contraire, avaient envie de voir la fin de tout ceci. C'étaient 2 agents par vocation. « As-tu les moyens de l'éveiller, garçon » demanda Jean Pierre à Patou.
peut-être, répondit celui-ci. Puis il ajouta en baissant la voix et en se rapprochant, peut-être tous ces gens-là sont-ils de trop maintenant. Quand le jeune homme s'éveillera, il peut parler, il n'aura pas conscience de ses premières paroles. J'aimerais mieux, pour vous et pour lui, qu'il n'y eût point d'oreilles indiscrètes autour de son réveil. Messieurs, dit aussitôt Gâteloup, je vous remercie. Monsieur Barbaroux a raison. Nous avons trouvé celui que je cherchais. Je n'ai plus besoin de vous. Mais l'officier de paix avait réfléchi. Ce n'est jamais inutilement qu'une administration possède dans son sein un homme complet comme M. Berthellemot. La grande image de cet employé supérieur passa devant les yeux de Barbaroux, qui dit vous en parlez bien à votre aise, l'ami. Ne croirait-on pas que vous avez des ordres à nous donner? J'ai reçu mission de vous suivre et de vous prêter main-forte. Je dois soumettre mon rapport à monsieur le préfet, et je reste. Il n'avait pas encore achevé ces sages paroles quand le marteau de la porte extérieure, manié à toute volée, retentit dans le silence de la nuit. C'était là une interruption tout à fait inattendue. Au premier moment, personne n'en put deviner la nature. Mais bientôt une voix s'éleva dans la rue, qui disait ouvrez au nom de la loi. Monsieur Berthellemot s'écrièrent en chœur les gens de la préfecture. M. Barbaroux s'élança le premier, suivi des 4 agents, et l'instant d'après le secrétaire général faisait son entrée solennelle. Il avait derrière lui une armée. Pour se présenter, il avait arboré le sourire déjà bien connu de M. Talleyrand et l'avait ajouté au regard de M. de Sartines. Ah ah, mon voisin, fit-il, aiguisant avec soin la pointe d'une fine ironie, rien ne m'échappe. Nous avons eu de la peine à retrouver vos traces, mais nous y sommes parvenus. C'est une affaire, c'est une grave affaire. Je ne m'explique pas prématurément sur ses ramifications, mais tenez-vous pour assurer que j'ai pris des notes. Je vous demande de m'exhiber le prétendu ordre du premier consul, au cas où vous ne l'auriez pas déjà détruit. Pourquoi l'aurais-je détruit? Demanda Gâteloup, en plongeant sa main dans sa poche. M. Berthellemot jeta à la ronde un coup d'œil satisfait et répondit en faisant claquer quelques-uns de ses doigts. On ne sait pas, mon voisin, on ne sait pas. Barbaroux murmura. Dès le début, j'ai pensé, il y a du louche. Dans la chambre voisine, la suite du secrétaire général et les agents de Barbaroux causaient avec animation. La fausseté de l'ordre signé Bonaparte, dont Jean-Pierre Sévérin avait fait usage, n'était déjà plus un mystère pour personne. Charlevoy disait le personnage a de drôles de manières. Si on a à l'emballer, il faut le faire tout de suite, car il a des partisans dans son quartier, et ça occasionnerait une émeute. Fouillez-le, ajouta Ézéchiel, et vous trouverez sur lui un cœur qui prouve comme quoi c'est le chouan des chouans. Pendant cela, Germain Patou s'occupait de rené, toujours endormi. Jean Pierre remit l'ordre à M. Berthellemot, qui fit apporter le flambeau et essuya minutieusement son binocle. Quand il eut retourné le papier dans tous les sens et examiné la signature, il toussa. La toux même de certains hommes éminents a une signification doctorale. Monsieur le préfet ne voit pas plus loin que le bout de son nez, grommela-t-il. Moi, je juge la situation d'un coup d'œil. Il y a là une affaire d'état où le diable ne connaîtrait goutte. C'est bel et bien le premier consul qui a griffonné ses pattes de mouche. Que ferait ce scélérat de Fouché en semblable circonstance? Il irait à Dieu plutôt qu'à ses saints. Mon cher voisin, dit-il à voix haute, et d'un accent résolu, en prenant la main de Gâteloup, qu'il serra avec effusion, monsieur le préfet est mon chef immédiat, mais au-dessus du préfet, il y a le souverain maître des destinées de la France. Je veux parler du premier consul. Vous témoignerez au besoin de mes sentiments politiques. Quelle est votre opinion personnelle sur cette comtesse Marcian Gregoryi? Jean Pierre fut un instant avant de répondre. Monsieur l'employé supérieur, dit-il enfin, prenez une bonne escorte, allez chaussée des Minimes, numéro 7, et fouillez la maison de fond en comble. Sans oublier la serre, ajouta Germain Patou, et, dans la serre, une trappe qui est sous la 3e caisse, en partant de la caisse du salon, une caisse de Yucca Gloriosa. Jean Pierre acheva. Quand vous aurez fait là-bas votre besogne, monsieur l'employé, vous ne demanderez plus ce qu'est la comtesse Marcian Gregoryi. Messieurs, suivez-moi, s'écria Berthellemot, enflammé d'un beau zèle, et songez que le premier consul a les yeux sur nous. Il pensait à part lui.
il y a là quelque tour mémorable à jouer à monsieur le préfet. La double escouade partit au pas accéléré. Une fois dans la rue, m berthellemot s'arrêta et appela monsieur barbaroux. L'officier de paix s'étant approché, berthellemot le prit à part. Dès longtemps, monsieur barbaroux, lui dit-il avec majesté, les soupçons les plus graves étaient éveillés en moi au sujet de cette femme, malheureusement soutenue par de hautes protections. J'ai des rapports particuliers du nommé ézéchiel qui obéissait en aveugle à une direction intelligente donnée par moi. J'ai toutes les notes. Sans croire aux vampires, monsieur, je ne repousse rien de ce qui peut être admis par un scepticisme éclairé. La nature a des secrets profonds. Nous ne sommes qu'à l'enfance du monde. Je vous charge de veiller sur m sévérin adroitement et en vous gardant d'exciter sa défiance. Il a des relations. Si les événements tournent comme il est permis de le prévoir, nous aurons du mouvement à la préfecture, monsieur barbaroux, et je ne vous oublierai pas dans le mouvement. L'officier de paix ouvrait la bouche pour exposer brièvement ses droits à une place de commissaire de police. Berthellemot l'interrompit. Je prendrai des notes, dit-il. Vous me répondez de ce m sévérin. Vous ne me croiriez pas, monsieur, si je vous disais que toute cette intrigue est pour moi plus claire que le jour. Il partit, ne joignant qu'ézéchiel à son ancienne escorte. Charlevoy et Laurent restèrent en observation dans la rue Saint-Louis, sous les ordres de m barbaroux, qui murmurait toi tu vois à peu près aussi clair que monsieur le préfet, qui voit juste aussi clair que moi, qui n'y voit goutte. Cette prosopopée s'adressait à m berthellemot. Quand donc les subalternes comprendront-ils les mérites de leur chef? Dans la chambre sans fenêtre, Jean Pierre Sévérin et son protégé Patou étaient penchés sur le sommeil de Kervoz. Comme il est changé, murmura Jean Pierre, et comme il a dû souffrir. Ces 48 heures, répondit l'étudiante en médecine, ont été pour lui un long rêve, ou plutôt une sorte d'ivresse. Il n'a pas souffert comme vous l'entendez, patron. La sueur inonde son front et coule sur sa joue hâve. Il a la fièvre d'opium. Et ne peut-on l'éveiller? Germain Patou hésita. C'est si drôle les évangiles de ce Samuel Hahnemann, murmura-t-il enfin. On n'ose pas trop en parler aux personnes raisonnables. C'est bon pour les cerveaux brûlés comme moi. Similia similibus. Si j'étais tout seul, j'essayerais les formules du sorcier de Leipzig. Quelles sont ces formules? Ne parle pas latin. Je parlerai français. Il y a beaucoup de formules, car le système de Samuel Hahnemann étant précis et mathématique comme une gamme, la chose la plus mathématique qu'il y ait au monde, varie et se chromatise selon l'immense échelle des mots et des médicaments. Seulement ces milliers de formules s'unifient dans la formule, similia similibus curantur, ou plutôt, car la règle elle-même est exprimée d'une façon lâche et insuffisante, ceci est guéri par ceci, au lieu de l'ancienne norme qui disait ceci est guéri par cela. Ce sont des mots, murmura Jean Pierre Sévérin, et le temps passe. Ce sont des choses, patron, de grandes, de nobles choses. Le temps passe, il est vrai, mais ce ne sera pas du temps perdu, car votre jeune ami, m rené de kervoz, est déjà sous l'influence d'une préparation hahnemannienne. Je lui ai délivré le traitement qui convient à son état. L'oeil de Jean Pierre chercha sur la table de nuit une fiole, un verre, quoi que ce soit enfin qui confirmât l'idée d'un médicament donné. Il ne vit rien. Tu as osé commença-t-il. Il n'y a point là d'audace, l'interrompit Germain Patou. Vous pourriez prendre ce qu'il a pris et 1000 fois, et 100 000 fois la dose, sans que votre constitution en éprouvât aucun choc. 100 000 fois répéta Jean Pierre indigné. Quelle que soit la dose. 1 million de fois, l'interrompit Patou à son tour. C'est le miracle, et c'est le motif qui retardera la vulgarisation du plus grand système médical qui ait jamais ébloui le monde scientifique. Quand l'école Sangrado sera à bout d'arguments pour combattre le jeune système, elle s'écriera mensonge, momerie, imposture. Hahnemann ne donne rien qu'une matière inerte et neutre, du sucre, du lait ou de l'eau claire. Et en effet, dans ce que Hahnemann distribue, l'analyse chimique ne découvrirait rien. Mais alors, connaissez-vous le chimiste qui découvrirait, par l'analyse ordinaire, le principe vivifiant du bon air
et le principe malfaisant de l'atmosphère en temps d'épidémie? Si quelqu'un vous dit qu'il le connaît, répondez hardiment: c'est un menteur. L'air libre rend les mêmes éléments partout à l'analyse. Et pourtant, il y a un air qui donne la santé, un air qui produit la maladie. J'entends l'air qui est sous le ciel, car le miasme concentré dans un endroit clos s'apprécie chimiquement. Vous pouvez donc être tué ou guéri par une chose infinitésimale, échappant à des instruments qui reconnaîtraient aisément la millionième partie de la dose d'arsenic, par exemple, qui ne suffirait pas à vous donner la colique. René de Kervoz fit un mouvement brusque sur son lit. Il a bougé, dit Jean Pierre. Patou prit dans la poche de son frac une boîte plate un peu plus grande qu'une tabatière et l'ouvrit. J'ai passé bien des nuits à fabriquer cela, dit-il avec un naïf orgueil. On fera mieux, mais ce n'est pas mal pour un début. Dans la boîte, il y avait une vingtaine de petits flacons, rangés et étiquetés. Patou en choisit un, disant encore: jusqu'à présent, notre pharmacie n'est pas bien compliquée, mais le maître cherche et trouve. Là, patron, voulez-vous ma confession? Si je venais à découvrir que cet homme-là est un fou ou un imposteur, j'en ferais une maladie. Ayant débouché un des petits flacons, il en retira une granule qu'il enfila à la pointe d'une aiguille, piquée pour cet objet dans la soie qui doublait la boîte. René de Kervoz avait entr'ouvert ses lèvres pour murmurer des paroles indistinctes. Patou profita d'un instant où les dents du dormeur se desserraient et introduisit lestement le globule, qui resta fixé sur la langue. Que lui donnes-tu? demanda Jean Pierre. De l'opium, répondit l'étudiant. Comment de l'opium? Tu disais tout à l'heure que cette léthargie était produite par l'opium. Juste? Eh bien? Eh bien, patron, il faudra du temps et de la peine pour habituer le monde à cette apparente contradiction. Le système de l'homme de Leipzig subira une longue, une dure épreuve. On lui opposera le raisonnement, on lui prodiguera la raillerie. Comment ceci peut-il tuer et guérir? Tout à l'heure je vous démontrais en 2 mots l'effet possible, l'effet terrible d'une dose invisible, impondérable, infinitésimale, puisque c'est le terme technique. Faut-il vous prouver maintenant, à vous qui avez l'expérience de la vie, que la même chose peut et doit produire des résultats tout à fait contraires selon le mode et la quantité de l'emploi? Dans l'ordre moral, la passion, ce don suprême de Dieu, source de toute grandeur, engendre toutes les hontes et toutes les misères. L'orgueil avilit, l'ambition abaisse, l'amour fait la haine. Dans l'ordre physique, le vin exalte ou stupéfie, selon la dose. Je sais cela, dit Jean Pierre, qui courba la tête. Le bon La Fontaine, dans une fable qui n'amuse pas les enfants, reproche au satyre de souffler le chaud et le froid, employant une seule et même chose, son haleine, à refroidir sa soupe et à réchauffer ses doigts. C'est une image vulgaire mais frappante de la nature. Tout ici-bas, tout souffle le chaud et le froid. L'univers est homogène. Il n'y a pas dans la création, si pleine de contrastes, 2 atomes différents. Le physicien qui vient de promulguer cet axiome va changer en quelques années la face de toutes les sciences naturelles. Le siècle où nous entrons inventera plus, grâce à ces bases nouvelles, expliquera mieux et produira autant, lui tout seul, que tous les autres siècles réunis. Ses yeux essaient de s'ouvrir, murmura Gâteloup, dont le regard inquiet était toujours fixé sur René de Kervoz. Ils s'ouvriront, répliqua Patou. Si tu lui donnais encore une de ces petites dragées. Bravo, patron, s'écria l'étudiant en riant. Vous voilà converti à l'opium qui réveille. Malgré le facit dormire de Molière, qui est la vérité même, je n'ai pas eu besoin de vous citer le plus extraordinaire et le plus simple parmi les faits scientifiques de ce temps, le cowpox d'Édouard Jenner, sa vaccine, qui est le virus même de la petite vérole et qui préserve de la petite vérole. Donne une dragée, garçon. Patience. La dose ne suffit pas. Il faut l'intervalle. On s'enivre aussi avec ces joujoux qu'on nomme des petits verres, quand on les vide trop souvent. Jean Pierre essuya la sueur de son front. Patou tenait la main du dormeur et lui tâtait le pouls. Mais enfin, grommela Gâteloup,
dont la vieille raison se révoltait encore, si tu me trouvais un beau matin couché sur le carreau de la chambre avec de l'arsenic plein l'estomac. Patron, interrompit l'étudiant, vous n'avez pas besoin d'aller jusqu'au bout. Je vais vous répondre. Le jour où la vérité m'a frappé comme un coup de foudre, c'est que, n'espérant plus rien de la médication ordinaire, et me trouvant auprès d'un malheureux empoisonné par l'arsenic, j'essayai au hasard la prescription du maître. Je donnai au mourant de l'arsenic. Et tu le sauvas? J'eus tort, car c'est notre ami Ézéchiel. Mais, morbleu, je le sauvai. Gâteloup lui serra la main violemment. Les lèvres de Kervoz venaient d'exhaler un son. Ils firent silence tous deux. Au bout de quelques secondes, la bouche de rené s'entr'ouvrit de nouveau, et il prononça faiblement ce nom. Angèle. Chapitre 22. Enregistré par Nadine Ekert-Boulet à Copenhague en avril 2011. Chapitre 23 de La Vampire par Paul Féval. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Chapitre 23. Le réveil. Les mairies de Paris donnent maintenant 3 francs à toute famille pauvre qui fait vacciner son enfant. Ce n'est pas cher, et cela paye pourtant avec splendeur les 20 années de souffrance, envenimées par le sarcasme, que Jenner vécut entre l'invention de la vaccine et le jour où la vaccine fut victorieusement acceptée. De même, les quelques milliers de thalers employés à fondre le bronze de la statue érigée à Samuel Hahnemann payent glorieusement les cailloux qui poursuivirent jadis le maître lapidé. Ainsi va le monde, conspuant d'abord ce qu'il doit adorer. L'homéopathie compte désormais au nombre des systèmes illustrés par le triomphe. Elle possède la vogue, ses adeptes roulent sur l'or, éclaboussant les anciennes et illustres méthodes qui protestent en vain du haut des trônes académiques. La raillerie a émoussé sa pointe, le dédain s'est usé, la haine est venue, cette providentielle consécration du succès. Ceci n'est point un livre de science. Tout au plus y pourra-t-on trouver, chemin faisant, quelques pages détachées de la curieuse histoire des contradictions de l'esprit humain. Nous voulons pourtant ajouter un mot, à propos de la doctrine du grand médecin de la Saxe royale. Quelquefois, l'homéopathie semble arrêter tout à coup dans sa marche triomphante par une large rumeur. On l'accuse d'avoir tué quelque personnage illustre ou d'avoir ouvert à quelque prince héritier la succession d'un trône. C'est qu'elle est, en effet, généralement la médecine de bien des gens dont on parle. Elle soigne l'art qui est en vue et tâte volontiers le pouls des mains qui tiennent le sceptre, tout en ouvrant bien larges au travail et à l'infortune les portes de ses dispensaires. Ceux qu'elle tue, comme disait notre grand comique, ennemis nés des médecins, font du bruit en tombant. Et puis, les meilleures médailles ont leur revers. Samuel Hahnemann, qui a inventé tant de spécifiques, n'a pas laissé dans son testament la formule capable d'extirper le charlatanisme. Il y a des charlatans partout, et les charlatans, par une heureuse propriété de leur nature, préfèrent les palais aux chaumières. En somme, nous avons voulu montrer ici seulement les débuts d'un praticien original qui, sous la Restauration, 15 ans plus tard, passa pour sorcier, tant ses cures semblèrent merveilleuses. Après qu'il eut prononcé le nom d'Angèle, René de Kervoz redevint silencieux. Mais son pâle visage prit, en quelque sorte, le pouvoir d'exprimer ses pensées. On pouvait suivre sur son front comme un reflet fugitif des rêves qui traversaient son sommeil. Jean-Pierre Sévérin et Germain Patou l'examinaient tous les deux avec attention. Tantôt sa physionomie s'éclairait, trahissant une vague extase, tantôt un nuage sombre descendait sur ses traits, qui exprimaient tout à coup une poignante souffrance. L'étudiant consulta plusieurs fois sa montre, et ne donna la 3e prise du médicament que quand l'aiguille marqua l'heure voulue. Quelques minutes après que le globule eut fondu sur la langue du dormeur, ses yeux s'ouvrirent encore, mais cette fois tout grands. Ses yeux n'avaient point de regard.
lila, prononça-t-il d'une voix changée. Puis avec une soudaine colère qui enfla les veines de son front, va-t'en, va-t'en. M'entendez-vous, monsieur de kervoz demanda jean pierre, incapable de se contenir. On eût dit un charme subitement rompu. Les paupières de rené retombèrent tandis qu'il balbutiait: c'est un songe, toujours le même songe, tantôt lila, tantôt angèle, l'haleine bruyante du démon, les doux cheveux de la sainte. Sa main eut, sous la couverture, un mouvement frémissant comme s'il eût caressé une chevelure. angèle est morte, pensa tout haut jean pierre. Je comprends tout ce qu'il dit, tout. Sa joue était plus livide que celle du malade et ses yeux exprimaient une indicible terreur. rené se couvrit tout à coup le visage de ses mains. In vita mors, murmura-t-il. In morte vita. Toujours le même songe, la mort dans la vie dans la mort. Non, non, c'est le frère de ma pauvre mère. Je ne te donnerai pas les moyens de le perdre. L'attention des témoins redoublait. De qui parle-t-il demanda patou après un moment de silence. Le frère de sa mère, répondit gâteloup, est un marchand de chevaux de normandie vers la frontière de bretagne. Je ne sais pas ce qu'il veut dire. rené bondit sur son lit. C'est toi cria-t-il, la vivante et la morte. C'est toi qui es la comtesse marcian gregoryi. C'est toi qui es addhéma la vampire. il s'était levé à demi, il se laissa retomber épuisé. jean pierre passa ses doigts sur son front baigné de sueur. je ne crois pas à cela au moins, prononça-t-il entre ses dents serrées. je ne veux pas y croire, c'est l'impossible. patron, reprit l'étudiant gravement, je ne suis pas encore assez vieux pour savoir au juste ce à quoi il faut croire. il n'y a jusqu'à présent qu'une seule chose que je nie, c'est l'impossible. et son doigt tendu désignait la devise latine courant autour du cartouche qui ornait la cheminée. la devise disait exactement les paroles échappées au sommeil de rené. patou poursuivit: l'homme a dit longtemps: cela n'est pas parce que cela ne peut pas être. mais depuis quelques années franklin a joué avec la foudre. un pauvre diable de ci-devant, le marquis de jouffroy, fait marcher des bateaux sans voile ni rames avec la fumée de l'eau bouillante. vous pouvez me parler si vous avez quelque chose à dire. je sais la légende du comte szandor, le roi des vampires, et de sa femme, l'oupire addhéma. moi je ne sais rien, répliqua rudement jean pierre. le monde vieillit et devient fou. le monde grandit et devient sage, repartit l'étudiant. les vieux républicains comme vous sont de l'ancien temps tout comme les vieux marquis. le jour viendra où l'on aura honte de douter, comme hier encore on rougissait de croire. la chandelle de suif, presque entièrement consumée, bronzait de sa flamme mourante le cuivre du flambeau. elle rendait ses lueurs vives mais intermittentes, des lampes qui vont s'éteindre. mais la fin de la nuit était venue, et les premières lueurs du crépuscule arrivaient par la porte entr'ouverte. rené de kervoz, assis sur son séant, était soutenu par jean pierre, tandis que germain patou agitait dans un verre à demi plein un liquide qui semblait être de l'eau pure. rené avait l'air d'un fiévreux ou d'un buveur terrassé par l'orgie. ne me demandez rien, dit-il, et ce fut sa première parole. je ne sais pas si je pense ou si je rêve, la moindre question me ferait retomber tout au fond de mon délire. buvez, lui ordonna patou, qui approcha une cuiller de ses lèvres. le jeune breton obéit machinalement. combien y avait-il de temps que vous ne m'aviez vu, père demanda-t-il en s'adressant à gâteloup. 3 jours, répondit celui-ci. rené fit effort pour éclaircir les ténèbres de son cerveau. et n'ai-je point vu angèle depuis ce temps questionna-t-il encore. non, répliqua jean pierre. 3 jours, reprit rené, qui compta péniblement sur ses doigts. alors nous sommes au matin du mariage. jean pierre baissa les yeux. C'est vrai, balbutia le jeune breton dont les traits se décomposèrent. angèle est morte. 2 grosses larmes roulèrent sur sa joue. jean pierre se redressa sévère comme un juge.
comment savez-vous cela, monsieur de kervoz interrogea-t-il à son tour. René pleurait comme un enfant sans répondre. Jean Pierre répéta sa question d'un ton de sombre menace. J'ignore tout, balbutia René, mais j'ai le coeur meurtri comme si quelqu'un m'eût dit elle est morte. Elle est morte, prononça Jean Pierre comme un écho. Qui vous l'a dit? Personne. L'avez-vous vue? Sa dernière lettre, balbutia le vieil homme, dont les larmes jaillirent, était écrite avec du sang et disait je vais mourir. René se leva de son haut et mit ses deux pieds nus sur le parquet. Il est peut-être temps encore, s'écria-t-il, rendu comme par enchantement à l'énergie de son âge. Jean Pierre secoua la tête et voulut le retenir pour l'empêcher de tomber. Mais Germain Patou dit c'est fini, la crise est passée. Et en effet, René resta solide sur ses jarrets. Dites-moi tout, reprit René d'une voix basse, mais ferme. Je ne sais rien. Ces 3 jours ont été arrachés à ma vie, et bien d'autres avant eux. Je ne sais rien sur mon salut, sur mon honneur. Je n'ai jamais cessé de l'aimer. J'ai été fou encore plus que criminel, et cela me donne le droit de la venger. Jean Pierre l'attira contre son coeur. Nous aurions été trop heureux, pensa-t-il tout haut. La pauvre femme me disait souvent j'ai tant de joie que cela me fait peur. Nous sommes vieux tous deux, elle et moi, monsieur de kervoz. Nous ne souffrirons pas bien longtemps désormais. Promettez-moi que vous serez le frère et l'ami de l'enfant qui va rester tout seul. Votre fils sera mon fils, s'écria René. Part à deux, fit Germain Patou. Mais vous ne vous en irez pas comme cela, patron de par tous les diables. Hahnemann soigne aussi le chagrin. Votre chère femme a sa résignation chrétienne et ce fils dont vous parlez. Elle va reporter sur lui tout son cœur. Jean Pierre secoua la tête une seconde fois et murmura son cœur, c'était Angèle. Et si Angèle n'était pas morte, interrompit l'étudiant, nous n'avons pas de preuves. Cette fois ce fut René qui secoua la tête, répétant à son insu Angèle est morte. Germain Patou, obstiné dans l'espoir comme tous ceux dont la volonté doit briser quelque grand obstacle, répondit je le croirai quand je l'aurai vu. Jean Pierre raconta en quelques mots l'histoire de ces pauvres lettres si naïvement navrantes trouvées sur l'appui de la croisée et dont la dernière celle qui était écrite avec du sang avait percé le carreau. René de kervoz écoutait. Sa force d'un instant l'abandonnait et ses jambes tremblaient de nouveau sous le poids de son corps. Il tomba sur le lit en gémissant je l'ai tuée. Puis sa raison se révoltant contre sa conviction qui n'avait aucune base humaine et ressemblait à l'entêtement de la démence, il s'écria courons cherchons. Sa parole s'arrêta dans sa gorge et ses yeux devinrent hagards. Il y a longtemps déjà, fit-il d'une voix qui semblait ne pas être à lui, longtemps. J'ai tout vu en rêve et tout entendu, tout ce qu'elle écrivait. Sa pauvre plainte me venait d'en haut. Et j'ai été dans le jardin du quai des Ormes, au bord de l'eau, une nuit où la Seine coulait à pleine rive. Elle s'est mise à genoux, et le désespoir l'a prise par la main, l'entraînant doucement dans ce lit glacé où l'on ne s'éveille plus jamais, jamais. Un sanglot convulsif déchira sa poitrine. Le reste est horrible, poursuivit-il, parlant comme malgré lui. Elle est venue. Mes lèvres connaissaient si bien ses doux cheveux. J'ai baisé les chères boucles de sa chevelure, j'en suis certain, j'en jurerais. Qui donc m'a raconté la hideuse histoire de ce monstre gagnant 1 heure de vie pour chaque année de l'existence qu'elle volait à la jeunesse, à la beauté, à l'amour? Ce fut un cri qui répondit à cette question. Lila! C'est Lila qui me l'a dit. Et la vampire ne peut se soustraire à cette loi de conter elle-même sa propre histoire. Il s'élança loin du lit, comme si le contact des couvertures l'eût brûlé. Je me souviens, râla-t-il, en proie à un spasme qui l'ébranlait de la tête aux pieds, comme l'ouragan secoue les arbres avant de les déraciner. Il y a des choses qui ne se peuvent pas dire. Mon cœur restera flétri par ce sépulcral baiser. C'est ici l'antre du cadavre animé, du monstre qui vit dans la mort et qui meurt dans la vie.
son doigt crispé montrait la devise latine que les lueurs du matin glissant par l'ouverture de la porte entrebâillée éclairaient vaguement il chancela jean pierre et patou coururent à lui pour le soutenir mais il les repoussa d'un geste violent tout est là désormais dit-il en se frappant le front ma mémoire ressuscite j'ai trahi le sang de ma mère tant mieux entendez-vous tant mieux ma trahison va me mettre sur les traces de la comtesse marcian gregoryi angèle sera vengée il se précipita tête première au travers des appartements et descendit l'escalier en quelques bonds furieux jean pierre et l'étudiant se lancèrent à sa poursuite sans avoir le temps d'échanger leurs pensées quand ils atteignirent la rue rené en tournait l'angle déjà courant avec une rapidité extraordinaire vers les ponts de la rive droite nos deux amis suivirent la même direction à toutes jambes derrière eux les agents apostés par m berthellemot se mirent aussitôt en chasse chapitre de la vampire par paul féval chapitre la rue saint hyacinthe saint michel le boulevard de sébastopol rive gauche passant avec majesté entre le panthéon et la grille du luxembourg aplanit maintenant cette croupe occidentale de la montagne sainte-geneviève tout est ouvert et tout est clair dans ce vieux quartier des écoles subitement rajeuni sa bizarre physionomie d'autrefois si pittoresque et si curieuse a disparu pour faire place à des aspects plus larges paris la capitale prédestinée ne perd jamais une beauté que pour acquérir une splendeur était-ce beau cependant c'était étrange cela racontait à la vue de vives et singulières histoires à ceux-là même qui admirent franchement le paris nouveau il est permis de regretter l'aspect original et bavard du vieux paris que d'anecdotes inscrites aux noires murailles de ses pignons et comme ces antiques masures disaient bien leurs dramatiques histoires en faisant quelques pas hors du jeune boulevard vous pouvez encore rencontrer de ces trous horribles et charmants où le moyen âge radote à la barbe de nos civilisations les larges percées ont même facilement l'abord de ces mystérieuses cavernes derrière le collège de france tout confit en moderne philosophie vous n'avez qu'à suivre cette voie qui semble un égout à ciel ouvert voici des maisons à droite et à gauche qui ont vu les capettes de montaigu couchées sur le fouarre voici des débris de cloîtres où la ligue a comploté voici des chapelles changées en magasins au portail desquelles claude frollo dut faire le signe de la croix en couvant la prétentaine tandis que son frère géant bête charmante malfaisante et précoce lui jouait quelque méchante farce du haut de ce balcon vermoulu qui avait déjà mauvaise mine aux temps où les royales vampires humaient le sang des capitaines à la tour de nesle c'est le mélodrame qui le dit le mélodrame vampire aussi buvant dans son gobelet d'étain la gloire des rois et l'honneur des reines en au lieu où le boulevard s'évase en une vaste place irrégulière regardant à la fois le panthéon le luxembourg et le dos trapu de l'odéon c'était la rue saint hyacinthe saint michel plus irrégulière que la place étroite montueuse tournante et d'où l'on ne voyait rien du tout la maison où georges cadoudal avait établi sa retraite fut célèbre en ce temps et citée comme un modèle de tanière à l'usage des conspirateurs j'en ai le plan sous les yeux en écrivant ces lignes elle avait appartenu quelques années auparavant à gensonne le girondin qui fit dit-on pratiquer un passage à travers l'immeuble voisin pour gagner la maison sortant sur la rue saint-jacques par la troisième porte cochère en redescendant vers les quais on n'ajoute point que ce passage ait été percé en vue d'éviter à l'occasion quelque danger politique un autre passage existait courant en sens inverse et reliant la maison fallex tel était le nom du propriétaire à la cour d'une fabrique de mottes existant à l'angle rentrant de la place saint-michel rue de la harpe ce deuxième passage dont l'origine est inconnue et devait remonter à une époque beaucoup plus reculée
ne traversait pas moins de 13 numéros. Sur ce nombre, il était en communication avec 5 maisons ayant sortie sur la rue Saint-Hyacinthe et une s'ouvrant sur la place Saint-Michel. De telle sorte que la retraite de Georges Cadoudal possédait 9 issues, situées, pour quelques-unes, à de très grandes distances des autres. Il avait coutume de dire de lui-même: je suis un lion logé dans la tanière d'un renard. Lors du procès, il fut prouvé que la plupart des voisins ignoraient ces communications. Georges Cadoudal n'usait guère que des 2 issues extrêmes, encore n'était-ce que rarement. D'habitude, au dire des gens du quartier, qui le connaissaient parfaitement sous son nom de morinière, il sortait et rentrait par la porte même de sa maison. La police n'eut donc pas même l'excuse des facilités exceptionnelles que la disposition de sa retraite donnait à Georges Cadoudal. Le mars à 7 heures du matin, un cabriolet de place s'arrêta devant la porte du chef Chouan, rue Saint-Hyacinthe, et attendit. Tout le long de la rue, selon les mesures prises la veille dans le cabinet du préfet de police, les agents stationnaient. Il y en avait aussi aux fenêtres des maisons. Le cordon de surveillance s'étendait à droite et à gauche jusque dans les rues Saint-Jacques et de la Harpe. On n'avait fait aucune démarche auprès du concierge de la maison, qui, sur l'invitation du cocher du cabriolet de place, monta au premier étage de la maison, frappa à la porte de Georges et cria, comme c'était apparemment l'habitude: la voiture de monsieur attend. Georges était tout habillé et très abondamment armé, bien qu'aucune de ses armes ne fût apparente. Il avait la main dans la main d'une femme toute jeune et adorablement belle, qui s'asseyait sur le canapé de son salon. C'était une blonde dont les yeux d'un bleu obscur semblaient noirs au jour faux qui entrait par les fenêtres trop basses. C'est bien, dit Georges au concierge, qui redescendit l'escalier. Je crois, dit la blonde charmante, dont les beaux yeux nageaient dans une sorte d'extase, qu'il est permis de tuer par tous les moyens possibles l'homme qui fait obstacle à Dieu. Mais que je vous aime bien mieux, mon vaillant chevalier breton, dédaignant l'assassinat vulgaire et jetant le gant à la face du tyran. Je ne dédaigne pas l'assassinat, répondit Georges. Je le déteste. Il était debout, développant sa haute taille, trop chargée d'embonpoint, mais robuste et majestueuse. Malgré son poids, qui devait être considérable, il avait, en Bretagne, une réputation d'extraordinaire agilité. Sa figure était ouverte et ronde. Il portait les cheveux courts et, chose véritablement étrange, conforme du reste à la chevaleresque témérité de son caractère, il portait à son chapeau une agrafe bronzée réunissant la croix et le coeur, qui était le signe distinctif et bien connu de la chouannerie. La comtesse Marcian Gregoryi fit le geste de porter la main de Georges à ses lèvres, mais celui-ci la retira. Pas de folie, dit-il brusquement. Dès que le jour est levé, je suis le général Georges et je ne ris plus. Vous êtes, répliqua la blonde enchanteresse, le dernier chevalier. Je ne saurais jamais vous exprimer comme je vous admire et comme je vous aime. Vous m'exprimerez cela une autre fois, belle dame, repartit Georges Cadoudal en riant. Il y a temps pour tout. Aujourd'hui, si vos renseignements sont exacts et si vos hommes ont de la barbe au menton, je vais forcer le futur empereur des Français à croiser l'épée avec un simple paysan du Morbihan ou à faire le coup de pistolet, car je suis bon prince et je lui laisserai le choix des armes. Mais, sur ma foi en Dieu, le pistolet ne lui réussira pas mieux que l'épée, et le pauvre diable mourra premier consul. Il jeta sous son bras 2 épées recouvertes d'un étui de chagrin, et poursuivit: redites-moi bien, je vous prie, l'adresse exacte et l'itinéraire. Allez-vous tout droit demanda la comtesse. Non, je suis obligé de prendre le capitaine L au carrefour de Bussy. C'est mon second. Un républicain? Ainsi va le monde. Nous nous battrons tous deux, le capitaine et moi, le lendemain de la victoire. Eh bien, reprit la comtesse en battant l'une contre l'autre ses belles petites mains, voilà ce que j'aime en vous, Georges. Vous jouez avec la pensée du sabre comme nos jeunes magyars, toujours riants en face de la mort. Du carrefour Bussy, vous prendrez la rue Dauphine, les quais, la grève, la rue, le faubourg Saint-Antoine, toujours tout droit,
et vous ne tournerez qu'au coin du chemin de la Muette, à 200 pas de la barrière du trône. Là, vous verrez une maison isolée, une ancienne fabrique entourée de marais. Vous frapperez à la porte principale, et vous direz à celui qui viendra vous ouvrir: Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je suis un frère de la vertu. Peste, fit Georges. Vos Welsh n'y vont pas par 4 chemins. Et faudra-t-il leur chanter un bout de tyrolienne? Il faudra ajouter, répondit la blonde en souriant comme si cette insouciante gaieté l'eût ravie, je viens par la volonté de la Rose-Croix du troisième royaume, souveraine du cercle de Bude, Gran et Comorn. Je demande le docteur Andrea Ceracchi. Et après? Après, vous serez introduit dans le sanctuaire, et nos frères vous mettront à même de rencontrer aujourd'hui même, en un lieu propice, votre ennemi, le général Bonaparte. Un maître homme, grommela Georges, et qui aurait fait un joli chouan s'il avait voulu. Il serra gaillardement la main de la comtesse et se dirigea vers la porte. Sur le seuil, il s'arrêta pour ajouter: Il y a un petit endroit là-bas, à mi-côté, de l'autre côté du bourg de Brec, que j'aurais voulu revoir. Chacun a quelque souvenir qui revient aux heures de péril, et m'est avis que la danse sera rude aujourd'hui. Elle me dit: sois à Dieu et au roi, et je fis un serment, la bouche sur ses lèvres. J'avais 16 ans. J'ai bien tenu ce que j'avais promis. Le capitaine répète souvent: Georges, si tu étais né dans la rue Saint-Honoré, tu crierais: Vive la République! Mais bah! Ceux de Paris radotent comme ceux de Bretagne. Le fin mot, qui le connaît? Ma belle dame, s'interrompit-il, n'oubliez pas de prendre le couloir sur votre gauche, vous sortirez par la place Saint-Michel. Et si quelqu'un vous parle du citoyen Morinière, vous répondrez: Je n'ai jamais entendu ce nom-là. Dans le sourire de la comtesse, il y avait de l'admiration et du respect. Georges poussa la porte et descendit l'escalier en chantant. Aussitôt qu'il fut parti, la physionomie de la comtesse changea, exprimant un dur et froid sarcasme. Au moment où Georges sautait dans le cabriolet, son cocher lui dit tout bas: La rue a mauvaise mine et tout le quartier aussi. Le regard rapide et sûr du chouan avait déjà jugé la situation. Prends ton temps, mon bonhomme, dit-il en s'asseyant près du cocher. Tant qu'on fait semblant de ne pas les voir, ces oiseaux-là restent tranquilles. Ta bête est-elle bonne? J'en réponds, monsieur Morinière. Georges se mit à rire franchement et feignit de remonter d'un cran la capote du cabriolet. Rassemble, dit-il cependant à voix basse, et enlève ton cheval d'un temps. Ne manque pas ton coup. Tu vas enfiler la rue Monsieur le Prince comme si le diable t'emportait. Il paraît que les gens de la police n'avaient pas même le signalement de Georges Cadoudal. Nous nous plaignons tous, plus ou moins, de nos domestiques. Les chefs d'État ne sont pas mieux servis que nous. Tout le long de la rue, les agents se regardaient entre eux et hésitaient. Le cabriolet était sur le point de s'ébranler, et Georges allait encore une fois passer comme la foudre au travers de cette meute mal drossée, lorsqu'à une fenêtre du premier étage, qui s'ouvrit doucement, juste au-dessus de lui, une femme parut jeune, adorablement belle, donnant à la brise du matin ses cheveux blonds, qui scintillaient sous le premier regard du soleil levant. Elle se pencha gracieuse, et quoique Georges ne pût la voir, elle lui envoya un souriant baiser. Les agents s'ébranlèrent tous à la fois. C'était un signal. À ce moment, le cocher enlevait son cheval qui, robuste et vif, partit des 4 pieds et passa, jetant une demi-douzaine d'hommes sur le pavé. La comtesse Marcian Gregoryi restait à la fenêtre, suivant le cabriolet, qui descendait la rue comme un tourbillon. Le pavé de la rue Saint-Hyacinthe tournait. Quand le cabriolet disparut, la blonde charmante s'éloigna de la croisée à reculons et en referma les 2 battants. À cette heure, dit-elle, il n'en doit plus rester un seul de ceux du faubourg Saint-Antoine. J'ai conquis ma rançon, je suis libre, je ne laisse rien derrière moi. Demain, je serai à 50 lieues de Paris. Elle se retourna soudain, étonnée, parce qu'un pas sonnait sur le plancher de la chambre, tout à l'heure déserte. Quoique son coeur fût de bronze, elle poussa un cri d'épouvante et de détresse. René de Kervoz était devant elle, hâve et défait, mais l'oeil brûlant. Je viens trop tard pour sauver, dit-il, je suis à temps pour venger.
il la saisit aux cheveux sans qu'elle fît résistance et appuya sur sa tempe le canon d'un pistolet. Le coup retentit terriblement dans cet espace étroit. La balle fit un trou rond et sec, sans lèvres, autour duquel il n'y eut point de sang. Il semblait qu'elle eût percé une feuille de parchemin. La comtesse Marcian Gregoryi tomba et demeura immobile comme une belle statue couchée. Chapitre 24. Enregistré par Nadine Ekert-Boulet à Copenhague en avril 2011.